C'est très beau quand même ici. Je vois qu'il y a plein de choses intéressantes. Alors papa, tu peux nous expliquer pourquoi lumière sur 60 ans de 911. Mais c'est surtout lumière sûre qui est important, parce que lumière sûre, c'est les événements que nous faisons à la lustrerie. Et l'événement de cette année, il est vraiment important, c'est l'inauguration de nos nouveaux bâtiments. En fait, ça fait 20 ans que je travaille sur la restauration des anciennes usines d'ocre. Et aujourd'hui, enfin, le dernier bâtiment est reconstruit et ouvert au public. L'idée, très rapidement, c'est d'ouvrir le jardin public, c'est d'ouvrir le parc avec les bassins de décantation. Mais là, c'est Noël, c'est la nuit, c'est les lumières, c'est magique, donc on a éclairé. Et on a éclairé quoi cette année? 1963, 2023, on a éclairé 60 ans de 911. La 911, c'est la voiture mythique par excellence. C'est la passion de tous les petits garçons. C'est le jouet qu'on a tous eu quand on était enfant. Toi compris. Moi compris, évidemment. Donc, c'est tes grands-parents qui m'ont formaté pour aimer les 911, peut-être. En tout cas, ça a bien marché. Et cette auto, elle a 60 ans d'histoire. Elle a gagné tous les rallyes, toutes les compétitions, tous les circuits, des safaris, du Paris-Dakar aux 24 heures du Mans. Elle est extraordinaire. Ils l'ont déclinée en RS, en speedster, en cabriolet, en targa, avec des mots complètement exotiques qui sont amusants comme tout pour le marché américain, pour les marchés asiatiques. C'est la voiture mondiale, c'est l'icône de l'automobile. S'il devait rester une seule voiture à mettre sur le podium des automobiles du XXe siècle, ce serait la Porsche 911. Donc, pas évident de limiter ces 60 ans d'histoire à 40 modèles. 40 modèles parce que j'avais pas la place d'en mettre plus, parce que nous sommes une lustrerie. Et pas évident de choisir ce que l'on va montrer et ce que l'on ne va pas montrer. En tout cas, ce qui est vraiment important, avant que je commence à faire ma visite de l'exposition, c'est de comprendre que cette exposition, elle est pour montrer aussi les anciennes usines d'ocre, ici à Gargas, dans le Luberon, et tout ce travail d'archéologie industrielle que nous avons fait pour sauver ces anciennes usines d'ocre. Et donc, l'expo est sur 3 bâtiments. On commence avec les premières 911 de l'histoire dans le premier bâtiment que nous avons restauré, où nous avons les fours, les tamis, les meules, et tout ce travail industriel, mais là aussi où le côté industriel de la lustrerie, la fabrication des lustres, est le mieux montré, car derrière des vitres, on voit les compagnons travailler, on voit Greg, on voit Mathilde en train de monter les lustres, là pour le défilé Yves Saint-Laurent, pour des lustres qui sont pour les grandes cathédrales, le château de Versailles, les lampes à huile du château de Fontainebleau. Et puis, on traverse dans la partie musée. La partie musée, elle est chronologique. On rentre par une petite porte au Moyen-Âge et on finit de l'autre côté du musée à la fin du XXe siècle en ayant vu toute l'évolution des styles, des matériaux, des matières premières. Et quelque part, il fallait que ça éclaire les 911. Donc toute une ligne de Carrera RS, toute une ligne de l'évolution de ce modèle mythique RS. Et pourquoi l'évolution? Parce qu'on a eu la chance que mon amitié, qu'on connaît très longue avec la maison Porsche, a fait qu'ils m'ont prêté pour montrer au public pour la première fois, première mondiale, donc je suis très fier de dire ça, la nouvelle GT3 RS. Donc la voiture de développement, elle est là, elle est sur son podium pour être vue par le public pour la première fois. On la verra après. On va la voir, on va y aller. Après, un tour avec l'évolution des speedsters, quelques 911 qui ont vraiment marqué l'histoire pour moi, avec cette fameuse Yellowbird, la RUF, la voiture la plus rapide du monde à son époque. Pour moi, la voiture la plus moderne du monde à son époque, c'est évidemment la Porsche 959. Et puis, le public découvre cette manière que l'on a aujourd'hui de traiter les bâtiments, c'est-à-dire d'être au milieu d'un parc. Ils sortent et ils ont un chemin éclairé pour arriver ici, sur ce palier, dans ce nouveau bâtiment qu'ils découvrent. Donc, ils voient des Porsche qu'ils connaissent, mais ils découvrent un bâtiment qu'ils ne connaissent pas. Donc la Choc, la réhabilitation des bâtiments de la Choc ici à Gargas. Et là, quelque part, on est dans la verdure, en Provence, dans un très beau paysage, et j'ai voulu qu'on y soit cheveux au vent. Donc 2 targas, c'était facile. La première targa parce que Targa Florio, la course autour de la Sicile. La première targa qui était en fait une décapotable. Le nom targa, c'est parce que Porsche avait gagné la Targa Florio à l'époque de sa sortie. Et puis la dernière targa exclusive, l'héritage, qui reprend le badge de la première et la dernière. C'est sympa de comparer les deux, parce que les deux ont les mêmes badges, et la dernière est l'héritage de la première. On descend les escaliers et on a un petit moment, encore une fois, dans la production. La production, quelque part, c'est l'assemblage des lustres, c'est ici. C'est très spectaculaire parce que c'est ici que vont être assemblées les pièces détachées, et c'est là que les lustres vont être en volume.
c'est-à-dire un lustre comme celui-là pour une cage d'escalier, encore une fois, pour une cathédrale, pour un palais. Là, nous avons les lustres de la cathédrale d'Ajaccio, des lustres de palais privés, et tous ces lustres contemporains classiques qui se mélangent, et mes compagnons qui travaillent, surveillés par 2 voitures de police, 2 Targa évidemment, qui me sont prêtées par Mark Weg, une sublime collection en Hollande. Il y a toutes les voitures de police de toute l'histoire de Porsche, et là, Targa 67 et 964 Targa. Et puis, on ne peut pas parler de ces nouveaux bâtiments sans parler du lieu que j'ai fait pour mes collections contemporaines. Donc enfin, égoïstement, j'ai un lieu pour présenter mes collections contemporaines. C'est le plus bel espace de toute la lustrerie, c'est le plus bel espace des 4 bâtiments. J'avoue qu'il est un peu prétentieux pour mes collections aujourd'hui, mais je vais m'adapter, j'y arriverai. Et là, à partir de là, c'est le choc, parce qu'on voit mes collections contemporaines. Pas uniquement, c'est surtout le choc. Parce que les 911 qui sont là, même moi, quand je les ai placés... Ça dépend ce qu'on regarde. Oui, j'avais les jambes qui tremblaient. Donc, éclairé par plusieurs collections de notre humble serviteur, il y a le Porsche en rallye et Porsche sur circuit. Et Porsche en rallye et sur circuit, c'est complètement fou, c'est magnifique et c'est rarissime. Donc, ce que j'ai voulu, c'est que tous nos visiteurs qui ne s'y attendent pas, bon ça c'est pour ceux qui n'ont pas de téléphone portable et de réseaux sociaux, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça, tous nos visiteurs qui ne s'y attendent pas prennent une gifle en voyant mes lustres contemporains, mais surtout les voitures de course. Et les voitures de course, du rallye de la R à la R, donc on a eu la chance que l'on nous prête le R1, le premier des 3 prototypes de 911R, la première 911 de course de l'histoire. Elle est là, à la lustrerie, elle est éclairée par un lustre Atmosquare en cristal de roche. C'est un tableau qu'on n'oubliera jamais. Je pense que c'est la première fois que le public revoit cette voiture depuis 1966 qu'elle a couru. Et puis, ce que j'ai voulu dans cette exposition, c'est avoir le modèle le plus rare de chaque génération. C'est pour ça qu'on a la 997 GT3 RS, qu'on a le Speedster 997, qu'on a une 3 litres 2 étroite en Speedster, qu'on a la RS 2 litres 7, qu'on a la 993 RS Club Sport. Chaque génération, j'ai voulu que l'aficionados de cette génération en particulier ne soit pas venu pour rien à la lustrerie et se dise « Waouh, c'est la plus rare, je ne pensais pas l'avoir ici ». Ben, il a fallu que je fasse pareil avec les modèles de compétition. C'était plus compliqué. Donc, la plus rare des empattements courts, 66, la R, la plus rare des empattements longs, la ST, la plus rare des séries G, la SCRS, la plus rare des 996, quelque chose de complètement fou, la GT1, celle de Yannick Dalmas, qui a gagné 24 heures du Mans. Pas trop en dire, on va faire le tour. Vous allez voir comment elles sont belles. Et puis 964 RSR, 993 GT2, 991 R. Et en bas, quelque chose de complètement fou, ce que Porsche a fait avec des turbos. Et Porsche et turbo, c'est très lié. Donc 1973, la 2 litres 1 Carrera RSR turbo. Quelque chose de complètement fou. On l'a tous vu en jouer, on l'a tous eu en jouer, on l'a tous vu dans les livres. Cette voiture, elle a des pneus d'avion, un aileron qui ferait pâlir un avion de chasse, tellement elle était compliquée à faire rester au sol. Elle va inventer la notion de turbo. Et avec elle, autour d'elle, vous avez les RSR de toutes les générations, les groupes 4, les groupes 5, 934, 935, l'évocation de la 935. Et autour de ces voitures complètement délirantes, j'ai voulu qu'on revienne un petit peu sur Terre avec des voitures que le commun des mortels peut avoir. Les voitures de course, il faut oublier, c'est pas que ça vaut cher, c'est que c'est plus à vendre, c'est que c'est rarissime. Ouais, alors que l'histoire de turbo et de la 911 continue. Aujourd'hui, on peut acheter une 911 turbo. Et ce que j'ai voulu en fait, c'est d'expliquer la génération, les 60 ans d'histoire de cette fameuse 911 turbo, à travers des modèles rarissimes comme les Turbo S, 930 Turbo S, 964 Turbo S, 993 Turbo S, jusqu'à la 992 Turbo S. Toutes les voitures méritent le déplacement. Je dirais que même s'il n'y en avait qu'une, ça vaut la peine de prendre l'avion de partout où vous habitez pour venir à la lustrerie les voir, parce que c'est inhabituel de les voir dans une lustrerie éclairée par un lustre avec lequel j'ai choisi une association, un lustre avec lequel la voiture est en dialogue, un lustre qui se reflète dans la voiture, qui a un axe différent, et une voiture qui est éclairée d'une manière différente que ça a l'habitude d'être éclairée. Même si ces voitures, vous les connaissez par cœur, même si vous croyez que vous avez tout vu en Porsche parce que vous êtes un aficionados du musée à Stuttgart, que vous avez vu tous les Rennsport en Californie, je vous assure que de les voir dans cet endroit, ça crée une émotion. Et je peux vous le dire parce que c'est le mot qui revient le plus.
le mot qui revient le plus, après que les gens soient heureux d'être venus et me remercient d'avoir ouvert cette exposition au public, c'est « ça m'a vraiment créé une émotion que je n'attendais pas ». Je suis très heureux de partager ça avec le public. Et quand je dis public, c'est-à-dire que cette exposition, elle n'a pas été faite que pour les fanas de 911. Cela, c'est facile, je savais qu'ils viendraient. Mais en fait, l'exposition, elle est faite pour nous. Elle est faite pour les gens qui habitent en Provence, elle est faite pour les gens de Gargasses, elle est faite pour les mamies, elle est faite pour les petites filles, elle est faite pour tout le monde. Et tout le monde se sent bienvenu. Et j'ai voulu que quelque part, ces Porsche et ces lustres se mettent à jouer en diapason avec ça. C'est-à-dire que l'audio guide que l'on a fait ensemble, que tu connais, la très jolie voix fluette d'Olivia, qui prête sa voix à la 911, qui est la doublure de la 911, vous explique pourquoi elle est là. Mais à un large public. La voiture va vous dire « je suis là parce que », et elle va vous expliquer sa place dans l'histoire. Et quelque part, j'ai fait pareil avec les lustres. Et cette idée, et c'est peut-être comme ça que je vais conclure, cette idée, je compte la garder, parce que quand les 911 seront partis, la magie va rester. Il y aura sûrement d'autres surprises, mais, et ça tu le sais parce que tu y travailles dessus, évidemment, il va y avoir ce discours des lustres qui sont là, dans un partage avec le public, un partage dans la simplicité, et qui vont expliquer pourquoi ils sont là, qui vont expliquer pourquoi ils sont dans notre collection, d'où ils viennent, en vous disant « je » et en s'adressant, encore une fois, à un large public qui va de 7 à 77 ans et plus, et qui est là pour vous amener cette émotion. Et si, sans les Porsche, on continue à me dire quelle émotion quand je traverse la lustrerie, ben j'aurai réussi mon coup, et ça c'est l'avenir qui va nous le dire. Donc, venez nombreux, venez quand vous voulez, et toi Inès, continue à faire ce travail pour que les gens soient satisfaits. C'est pas juste, hein, c'est moi qui remercie, alors que c'est toi et toute mon équipe qui faisons tout le boulot, qui faites tout le boulot. Mais quelque part, je prends ces remerciements pour vous, pour moi, pour vous, et je vous les transmets. Encore merci pour tout mon travail. Allons faire un tour alors. Allons-y. Alors ici, on est dans les tout premiers bâtiments, le début de l'expo normalement, c'est ça? C'est un peu le début de tout ici. C'est le début de notre histoire à Gargasses, parce qu'on a restauré en premier ce bâtiment. C'est là où l'archéologie industrielle est la plus présente, puisqu'on a les vieux fours, les tamis, la meule, et que c'est le premier bâtiment. Aussi, le début de l'exposition. Le public commence par ici pour voir les anciennes usines d'ocre et l'archéologie industrielle. On leur raconte l'histoire. Ils voient les lustres de mon papa, ils voient l'atelier, ils voient toute cette histoire et ils découvrent les premières 911. Donc là, 1963, la 911 est présentée. Là, on a un modèle tout début 65. En 63, ils n'en ont pas livré. En 64, ils en ont livré très peu. Et en 65, c'est la première 911. Avec ce Porsche écrit en un seul mot et pas les lettres, et puis cette petite signature qui devait être 901, et comme Peugeot a déposé le 0 au milieu pour la manivelle, de 901, ils sont passés à 911. C'est pour ça que les types pièces s'appellent toujours 901 sur les 911, mais la voiture s'appelle 911. Petite anecdote, elle a un volant en bois, cette première 911, parce qu'en fait, elle descend d'une voiture très spécifique que l'on reconnaît par son volant en bois. Elle descend de la 356 Carrera 2. Et comme la 356 Carrera 2, cette 911, elle a 4 freins à disque, elle a un moteur à carter sec, arbre à cam en tête, 2 litres, 130 chevaux. La 356, elle, va continuer sa vie parce que 63, 64, 65, elle va être au catalogue avec la 911. Et en 1966, elle va laisser la place à la 912 qui va continuer sa vie. La 912, c'est une caisse de 911 avec le moteur Super 90 et 356 et qui va garder en fait le même niveau de prix parce que le niveau de prix de la 356 Carrera 2 était beaucoup plus haut. C'est pour ça que l'on pense que la 911 est un produit cher et que la 912 est un produit pas cher, mais pas du tout. La 912, c'est la continuité de cette clientèle qui adorait les 356, dont je fais partie, et la 911, à l'époque, c'est une voiture très exclusive parce qu'avec un vrai moteur issu de la compétition. Une autre voiture est amusante dans l'exposition, c'est la fameuse 911 de Ferry. Alors pourquoi de Ferry? Ferry Porsche, bien évidemment. C'est parce que cette 911, qui était la voiture de presse, a une photo célébrissime où Ferry Porsche est assis sur le capot de la voiture. C'est la voiture qui va servir à faire toutes les photos que l'on connaît des 911. Le catalogue, le poster, les essais presse. Et donc j'en suis propriétaire, j'en suis très fier, parce que c'est une voiture que j'ai achetée sans savoir son histoire, et j'ai découvert son histoire
en m'intéressant à son histoire. Et ça, c'est un petit secret aussi. Toutes les voitures ont une histoire sympa, surtout les Porsche. Mais il faut s'y intéresser. Et quand on s'intéresse aux voitures, on a toujours des anecdotes, des photos de famille, des bébés, des histoires à raconter qui font qu'après, quand on s'assoit à l'intérieur de la voiture, on garde l'humilité que l'on a quand on est restaurateur de lustre. Ça veut dire que sur une voiture qui a déjà 60 ans d'histoire avant d'arriver à vous, vous êtes qu'un maillon de la chaîne. Et un maillon qui doit respecter, améliorer, conserver et un jour transmettre cette voiture, soit à ses enfants, soit à une autre famille dans laquelle la voiture se sentira bien. Et là, c'est un peu l'endroit stratégique, parce que quand il n'y a pas de voiture, ici, il se passe toujours quelque chose d'important. On est là, on vient voir la machinerie d'ocre, la meule, les tamis, et qu'est-ce qu'on découvre? Nos ateliers, le chef, Greg, Fabienne, Christophe, tous les compagnons en train de travailler, en train de monter des lustres extraordinaires, que ce soit le lustre de la marquise de Pompadour, là, que l'on fait en réédition pour un client indien, collectionneur, que ce soit des lustres Charles X, ou que ce soit ce joli lustre Louis XVI. Tu te souviens, il a côtoyé Johnny Depp dans son film sur la favorite, qui est la comtesse du Barry. Alors, et histoire, donc histoire de 911 et au travers des voitures certes, mais des lustres aussi. Qu'est-ce que c'est ce lustre assez majestueux que tout le monde prend en photo, sous tous les angles? Alors c'était bien le minimum pour mettre en valeur cette 911S que de la mettre sous ce lustre qui a une drôle d'histoire en fait. Ce lustre m'est commandé il y a une petite dizaine d'années pour l'hôtel Lambert à Paris. L'hôtel Lambert qui est un hôtel sublimissime du 17e, dessiné par Mansart, comme la galerie des glaces du château de Versailles. Il y a une galerie sublimissime qui donne sur la Seine, sur l'île Saint-Louis, qui s'appelle la galerie d'Hercule. C'est extraordinaire, extraordinairement bien conservé. C'est racheté il y a quelques années par le prince Altani, grand collectionneur, un homme de goût, qui va nous commander évidemment des lustres pour éclairer l'hôtel Lambert. Ce lustre va être commandé par l'hôtel Lambert. Il est un modèle où on s'inspire d'un modèle existant à l'hôtel Lambert et on s'inspire aussi d'un modèle qui est au musée Nissim de Camondo. C'est un lustre en cristal de roche et en améthyste, 72 bougies. Et puis, récemment, il vient de vendre l'hôtel Lambert. Une partie du mobilier a été vendue aux enchères et nous avons racheté notre lustre qui est revenu. Donc, c'est une acquisition de la lustrerie récente, mais fabriquée par la lustrerie il y a un petit moment. C'est une antiquité, une réédition à la fois. Voilà, c'est une antiquité de chez nous. Ça ne me rajeunit pas de voir ça. Et ce lustre est là en général parce qu'il a deux fonctions, ce lustre. Quand on arrive à la lustrerie, il est là pour impressionner. Mais c'était sa fonction à l'époque. 72 bougies au 17e avec du cristal de roche et de l'améthyste, c'est complètement fou. Et il a une deuxième fonction, lui en l'occurrence, c'est de mettre en valeur la machinerie d'ocre. Donc même quand le public est à l'extérieur et essaye de regarder, puisque tout est vitré en fait, la lustrerie n'a pas de secret, on peut la voir de l'extérieur même quand on est fermé. Et quand on arrive et qu'on se met dans cette cour, c'est tout ce que je veux montrer, c'est cette notion de parc, c'est cette notion de visite extérieure. On est là et on voit la machinerie d'ocre du 19e siècle, éclairée par un lustre qui a une histoire à raconter, et à travers ces vitres, on voit l'atelier. Et l'histoire, c'est tout le temps ça, l'histoire que l'on raconte quand on vient ici, l'histoire que l'on découvre, c'est l'archéologie industrielle et ses usines d'ocre, ces magnifiques bâtiments, ce travail de l'homme du 19e siècle qui a façonné ici les paysages. Les villages ont été construits autour de ces usines d'ocre. La deuxième chose, c'est ce métier d'art, ces compagnons fantastiques qui font un métier génial, magnifique. Et la dernière chose, chaque lustre a une histoire à raconter. Donc, venez nombreux nous visiter. Alors Papadino, ici on est dans le musée, c'est ça? J'entends des Porsche qui arrivent. C'est le musée, et le musée, je dirais que c'est l'endroit que les visiteurs de la lustrerie sont habitués. Ils connaissent, ils sont habitués à voir ici la chronologie des lustres, en commençant par le Moyen-Âge, la Haute Époque, le néo-gothique, et puis 16e, 17e, 18e, 19e siècle. Et donc ce que j'ai voulu, avec une chronologie aussi importante, c'est de mettre toutes les RS ici. Donc on a cette chronologie, on commence avec la RS de 1973, la première RS de l'histoire, puis on a chaque modèle de RS dans sa livrée la plus rare. Lightweight, Club Sport, RS 997 4 litres, pour finir avec la toute dernière RS que le public va découvrir à la lustrerie en première mondiale. Le public n'a encore jamais vu la 992 GT3 RS.
Et donc c'est assez génial parce que cette chronologie, quand ils lisent « je suis la suivante, la suivante, la suivante » et qu'ils reprennent sur les lustres, là vous avez le début des lustres à bougie et puis ils vont passer avec le début des lustres en cristal, avec le cristal de roche et les lustres à lacets, puis le début des lustres baroques, du néoclassicisme, etc., etc. Et dans cette chronologie, et sur ce côté musée, c'est amusant d'expliquer une histoire, de raconter une histoire. Quand le public part du musée, il me dit toujours la même chose. Je ne regarderai plus jamais les lustres comme avant. Et là, j'ai l'impression que j'ai bien fait mon boulot. Suivez-moi pour voir d'autres familles de Porsche qui valent le détour. Alors, première mondiale, si je puis dire, c'est ça? Première mondiale, donc je suis très fier. C'est la participation de Porsche à notre exposition d'une manière vraiment active. En fait, le public n'a pas encore vu en vrai la 992 GT3 RS. C'est la première, elle arrive du développement de l'usine Porsche et c'est assez génial parce que de la première à la dernière, on est arrivé à regrouper tous les modèles et on est arrivé à créer cette surprise ici à Gargas, une première mondiale pour une Porsche à Gargas, c'est bien le minimum pour ces petites usines d'ocre. Et puis, si on se demande qu'est-ce qu'elle a la dernière par rapport aux premières, bon, bah, c'est plus du tout la même chose. La dernière RS, c'est de l'aéro partout, c'est un DRS, c'est une voiture qui a des pièces en carbone, c'est une voiture qui est extrêmement efficace. Mais quelque part, la continuité chez Porsche, c'est important. C'est une voiture qui garde le fameux moteur 4 litres atmosphérique. Et on retrouve ce moteur qui commence sur la RS 997, c'est pour ça que je vous disais c'est la plus rare, qu'on retrouve encore sur la RS 991, qu'on retrouve sur le Spister et qu'on retrouve aujourd'hui sur toutes les voitures extraordinaires de la marque et qui pour moi, quand on va passer à l'électricité, restera le dernier grand moteur de Porsche, le dernier moteur complètement atmosphérique. Et voilà, il fait sa démonstration. En fait, c'est une des voitures les plus rapides sur circuit des voitures d'aujourd'hui et quasiment une des moins puissantes. C'est Porsche. Les Spisters maintenant. Comment parler de l'histoire de Porsche sans parler des Spisters que j'affectionne tout particulièrement parce que, comme tu le sais, quand tu es né, tu as roulé en premier dans un Spister. Le Spister, c'est la voiture mythique des années 50. C'est la voiture de James Dean, c'est la 356 Spister. C'est la 356 la plus légère et qui devient, au début, elle est la plus légère parce qu'elle est la moins chère. On lui a tout enlevé. Les vitres, la boîte à gants, ils ont mis une capote de secours, un tout petit pare-brise. Et en fait, en étant la moins chère et la plus légère, elle devient aussi la plus maniable et la plus rapide sur circuit. Et c'est la voiture que les Américains vont adorer pour aller faire des courses de dimanche, des courses sur les aérodromes, les petites courses à l'époque avec les bottes de paille, et on voit beaucoup de Spisters. Résultat, entre James Dean et pas mal de stars qui vont rouler en Spister, cette voiture va devenir une star à elle toute seule. Et en 1989, à la fin de cette très longue série, la série G, la deuxième série de 911, pour le dernier modèle de cette série, ce sera un Spister. Le retour à cette voiture mythique des années 50, des 356. Et quelques générations de Porsche vont avoir la chance d'avoir un Spister. Donc le 3,2 litres en Spister, la 964 en Spister. Encore une fois, la 997 sera la plus rare en Spister, uniquement 356 exemplaires. On n'aura pas de 993. Il y a beaucoup de modèles qui n'auront pas de Spister, comme la 996. Et puis la 991, c'est le dernier Spister. C'est le dernier modèle aussi de cette gamme 991. Et là, ils ont fait le Spister le plus exclusif possible. On a énormément de pièces qui viennent des GT3 et des GT3 RS. Et on a une voiture 2 places, cabriolet. Enfin, pas vraiment cabriolet, Spister, c'est-à-dire un tout petit pare-brise, cette bulle à l'arrière, une capote de secours et la ligne de la voiture qui est rabaissée et qui lui donne un look complètement fou, très bas, très sportif et qui a ce logo en fait qui est apparu sur le Spister 356. C'est ça qui est génial avec Porsche, c'est qu'il y a toujours une continuité. Et pour les Spisters, dont j'apprécie énormément les dessins, il fallait que je mette des lustres design, oui, voilà, des lustres. Quel lustre avec les Spisters? Donc sur ce dernier Spister, la volée d'oiseaux que l'on a au-dessus, qui sont des vanneaux, ce sont des lustres extrêmement rares de Risarda, Carlo Risarda, un artiste italien. C'est vers 1900-1905. Et ce sont des lustres qui sont vraiment des pièces de musée. D'ailleurs, à Feltre, en Italie, il y a un musée. Sur les autres Spisters, je me suis amusé aussi. Sur ce Spister 3,2 litres, le lustre est d'un artiste bien connu qui s'appelle Armand. Et on reconnaît les violons et ce travail de bronze et de pâte de verre d'Armand.
C'est une pièce unique, donc c'est vraiment rare. Sur le Spister 964, un lustre que j'affectionne tout particulièrement parce qu'il faut un peu d'imagination pour le retrouver. C'est un lustre d'Hermès, oui, Hermès Paris, de prêt-à-porter, des sacs. C'est un lustre qui représente en fait un green de golf avec une boule qui tombe à l'intérieur, donc c'est le golf. Et en bas, ils reprennent une très célèbre pince à billets avec la balle de golf sur lequel on peut lire Hermès Paris. Et enfin, rare avec rare, le Spister 997 se reflète dans son capot un lustre rarissime de Louis Majorel sur les algues. Et on sait que les algues et Majorel, c'est des toutes petites pièces que l'on trouve très peu. Et avoir le lustre algues de Louis Majorel, c'est merveilleux. Donc, dans le musée, parce que le musée, forcément, oblige des lustres qui sont vraiment atypiques, une collection que j'ai faite en 30 ans, que je n'ai pas faite pour revendre en fait. J'ai acheté tous ces lustres parce que je les trouvais intéressants. Ils avaient une histoire à raconter. Et dans l'histoire des lustres, ce sont que des lustres extrêmement contemporains à leur époque. Ouais. C'est ça le concept. Et puis, en se dirigeant vers les nouveaux bâtiments, qui sont la visite dans la visite, puisqu'il ne faut pas oublier que cette exposition 911, elle a été faite pour inaugurer les nouveaux bâtiments, j'ai mis deux automobiles qui méritent le déplacement. D'abord, pas une Porsche, une Ruf. Donc il y a eu 29 CTR Yellowbird. Et en fait, Alois Ruf achète la caisse. Et avec la caisse de la 911, va créer sa 911. Donc pas une Porsche, une Ruf. C'est assez génial que Porsche ait laissé faire ça. Mais là où Porsche a peut-être mal calculé, c'est que Ruf, ce qu'il voulait, c'est le record du monde. Donc cette voiture est la plus puissante et la plus rapide du monde à son époque. Ça a mis, évidemment, ça a fait pâlir les Lamborghini, les Ferrari et un petit peu les Porsche aussi. À quelle époque alors ça? Mais quelque part, comme c'est une Porsche, c'est pas très grave. Là, on est en 1987. Okay. C'est vraiment dans cette longue période, entre 73, le choc pétrolier, et 90, où les voitures vont très peu évoluer. Toutes les marques, que ce soit Jaguar, Ferrari, Mercedes, ils ont plus ou moins un seul modèle. Parce qu'on est après le choc pétrolier, c'est dans les années 90 que la Countach va être remplacée par la Diablo, que les SL Mercedes vont changer un peu de forme et que l'unique 911 avec les pare-chocs à souffler va laisser la place à la 964. Ça, dans les années 80, c'est la voiture la plus folle. C'est tous les superlatifs dans une seule auto. Et c'est pas une Porsche, c'est une Ruf. Ruf, c'est un préparateur, c'est ça? C'est un préparateur, mais cette auto n'est pas une voiture préparée, c'est une voiture construite par lui avec une carte grise Ruf. 29 exemplaires. Rarissime. Wow. J'ai vu beaucoup de gens se dire « Ah non, c'est pas possible, une Yellowbird ». Puis je finis en beauté, je finis par quelque chose qui est encore plus rare, encore plus recherché. Cette auto, c'est le laboratoire roulant de Porsche. C'est une voiture complètement folle. C'est la première hypercar de l'histoire. C'est une voiture qui est créée en 1983 pour un développement d'énormément de technologies. C'est un laboratoire. La voiture est en carbone, les roues sont en magnésium, à écrou central, l'aéro est complètement retravaillé, c'est un biturbo, 4 roues motrices, correcteur d'assiette. La voiture est d'une intelligence folle, l'ABS à direction assistée. Et entre 83 et 87, où cette voiture va être livrée chez les clients, la voiture va tout gagner, mais tout gagner dans l'extrême. Comme c'est un 4x4, elle va faire le Paris-Dakar. Elle va gagner le Paris-Dakar avec Jackie X et Claude Braxer, René Mage. Ah oui. Mais surtout, elle va gagner le groupe B des 24 heures du Mans. Donc, quelle voiture dans l'histoire peut se targuer d'avoir gagné à la fois les 24 heures du Mans et le Paris-Dakar? Donc, elle est assez extraordinaire. On ne dirait pas pourtant, elle est discrète quand même. C'est le must du collectionneur. Et c'est ça qui est génial, c'est que sa discrétion et le fait que ce soit une vraie 911 fait que quand on rentre dedans, on est à la maison. On conduit une 911 comme toutes les 911. Et en fait, on est dans une hypercar. C'est plus le cas aujourd'hui. Quand on rentre dans une Bugatti Veyron, on se dit « oulala, il ne faut rien que je casse, tout est rare, tout est bas, tout est très spécifique, tout est grand ». Et on a, je pense, avant d'avoir du plaisir, une grande appréhension. Celle-là, quand vous rentrez dedans, vous dites « ah ben non, à part tout plein de petits voyants qui s'éclairent, voilà, c'est une 911 ». Et donc c'est génial. Et là, le public, éclairé par les phares de la 959, découvre cette nouvelle porte. Et cette porte, on vient juste de l'ouvrir. Pourquoi on a ouvert cette porte? Parce que quelque part, tout nous emmène maintenant vers les nouveaux bâtiments avec leur parc, leur bassin, leur architecture. Et vous avez comme ça cette visite qui part vers les nouveaux bâtiments. Et c'est ça, la grande surprise de la lustrerie. de la lustrerie. C'est ça, 2022 pour la lustrerie, l'inauguration des nouveaux bâtiments.
ici, c'est la dernière partie de l'exposition. L'idée, c'est que quand tu arrives ici, tu es une surprise. Parce que tu penses un peu avoir tout vu. Tu as vu les RS, tu as vu les Speedster, la 959, les Targa, l'histoire de la 911, tu l'as faite. Mais là, tu t'attends pas aux voitures qui sont là. Parce que celles-là, on ne peut pas les trouver. Soit elles sont tombées du ciel, soit tu as un musée, soit tu les as pas. Et donc, c'est ce cadeau que je fais aux fanatiques de Porsche. Et un petit peu, le cadeau que je fais aux fanatiques de lustres, c'est de mettre en scène ma collection de lustres, que je sais que beaucoup de gens viennent à la lustrerie pour voir. Donc le début de l'histoire, c'est la première 911 de compétition, la 911R, avec le lustre Atmosquare. Quelque part, cette voiture, c'est inespéré de l'avoir là, c'est la première voiture de compétition de l'histoire de Porsche. Et c'est assez extraordinaire parce que le public ne l'a jamais vue ni au musée Porsche, ni dans aucune exposition. Donc, c'est le début de la surprise. Mais la grande surprise, c'est le bâtiment. Et le bâtiment, c'est là qu'on le découvre. Ce que j'ai voulu dans ce grand bâtiment, c'est de le traiter en 3 temps. Le premier temps, c'est la collection Odyssée. C'est la collection de l'espace, c'est celle qui est en haut. C'est normal, par opposition à celle qui sera en bas, qui aura un rapport avec 20 milieux sous les mers, évidemment. Et donc, les voitures de rallye sont éclairées par nos lustres de cette collection, nos lustres en cristal de roche. Ici, le lustre monolithe, dans sa version en quartz noir, qui est rarissime. Et quelque part, il ne pouvait pas éclairer autre chose qu'une Porsche rarissime. Probablement la plus rare des 911 série F, empattement long, la ST de litre 5. Donc là, on est sur une modification d'une voiture d'usine qui a été modifiée pour courir. T parce qu'il prenait des S pour les modifier, et S parce que sport. Et ce sont des voitures qui ont brillé au rallye de Monte-Carlo, au Tour Auto. Enfin, ce sont des voitures qui sont très très célèbres dans l'histoire de Porsche. C'est une petite poignée de 20 voitures. On est en quelle époque là? Là, on est en 1972. On est avant la RS de litre 7. Et on est vraiment en voiture d'usine. Et puis, le lustre Constellation, il lui fallait aussi une voiture aussi belle pour ne pas être jaloux. Donc, ça, c'est aussi une rareté. C'est une rareté que le public ne connaît pas, parce qu'on en voit très peu. Je ne sais même pas s'il y en a une à l'usine Porsche. Donc, c'est 20 voitures pour l'homologation en groupe B, et c'est une SCRS. L'SCRS, c'est la RS de la génération SC, mais qui n'a jamais été commercialisée. Uniquement ces 20 autos qui ont servi à faire de la compétition et qu'on voit aussi au Tour Auto et dans toutes les courses. C'est la plus rare des voitures de la série G. Donc vraiment uniquement compétition, c'est pour ça qu'elle n'est pas avec les RS qui sont là-haut? Oui, parce que les RS qui sont là-haut ne sont pas que des voitures de compétition, ce sont aussi des voitures de compétition client, ouais, c'est-à-dire des voitures de route vendues aux clients pour faire de la compétition. Et ce sont des séries. Là, 20, ce n'est pas une série, c'est ce qu'on a besoin pour l'homologation. Très bien. Enfin, tout seul, trônant dans un angle, le lustre Saturne, peut-être le plus célèbre des lustres de la lustrerie. On le connaît. Parce qu'il a éclairé les boutiques Chanel, Louis Vuitton, un petit peu partout dans le monde. Il a été de toutes les couleurs, de toutes les sauces. C'est un de mes lustres préférés. C'est le lustre idéal pour les appartements qui n'ont pas de hauteur sous plafond, pour les tables rondes, pour les dîners. C'est le premier lustre que je crée dans cette collection Odyssée. D'accord. Le centre du bâtiment, l'axe médian, il est un peu stratégique pour moi, parce que c'est celui qu'on voit le mieux, c'est celui qu'on a du recul, c'est la place du roi. Donc évidemment, j'ai mis ma dernière création, forcément, parce que la dernière, c'est celle que je préfère. Et la plus belle, oui, c'est ça. La plus belle jusqu'à la prochaine, forcément. Unchained Nature. Donc c'est un arbre qui aurait poussé ici, si on l'avait laissé la nature s'exprimer et reprendre ses droits. On le voit là d'ailleurs. Voilà, il est là, il commence à l'étage du dessous, sous la coursive, et puis il monte, et enfin il arrive à se développer comme un arbre et reprendre sa place et refleurir avec ses fleurs en cristal de roche. C'est à la fois une sculpture, à la fois un lustre, à la fois quelque chose de très végétal. En tout cas, c'est une pièce unique parce qu'elle est faite de milliers de petites pièces que j'assemble moi-même. Donc si je le démonte et que je le remonte, ça ne sera pas le même. C'est peut-être ça la magie de la nature. C'est à la fois quelque chose qui nous touche et qu'on connaît, et à la fois quelque chose qui est toujours unique. Pour ce lustre, il fallait la 911. La voiture. Voilà, la 911. Alors vous allez me dire, mais c'est pas vraiment une 911, mais si. C'est la 911 GT1 qui a fait les 24 heures du Mans en 1997, qui est une voiture sublimissime en termes de dessin, de pureté. Et quelque part, c'est celle que l'on voit de loin. Donc c'est celle qui, pour moi, représentait un dessin absolument fou, parce que l'exposition, elle est faite pour le grand public. Elle n'est pas faite que pour les fanats de Porsche.
Donc je veux que des gens qui ne comprennent rien aux autos soient émus par la beauté du dessin de la voiture. Et c'est ça, le lustre c'est pareil. Le lustre, je veux qu'il soit ému, qu'il soit touché par sa beauté. J'ai réussi mon coup. S'ils ne sont pas touchés par la beauté du lustre, il faut que je continue à travailler. Et donc cette voiture qui a une forme de vague comme ça, une silhouette, on appelait ça aussi à l'époque, pour moi, elle est entre le monde de l'espace et le monde marin. Parce que qui dit vague dit sous les vagues, et qui dit vague dit sur les vagues. Donc je l'ai mise au milieu de mes deux collections. La collection qui a un rapport avec la mer, que ce soit l'oursin, la méduse, Nautilus, et que l'on voit du dessus, parce qu'ils sont en dessous de nous, et quelque part au milieu de cette collection qui a un rapport avec l'espace. Donc c'est cette scénographie de ce bâtiment que j'aime beaucoup expliquer au public qui passe, parce que sans l'expliquer, le public ne comprend pas la scénographie. Ils me félicitent tous sur la scénographie, mais je pense qu'ils ne la comprennent pas. L'idée, et quand j'ai construit ce bâtiment, c'était ça, c'est qu'on aille de l'espace à sous l'eau, à la Terre. voilà, en passant par la terre et les arbres. Pour ceux qui n'ont pas compris, j'ai mis quelques petits bateaux au-dessus de la vague, histoire que ça tangue dans les flots, et d'accentuer le côté monde marin. Donc ça, ce sont 3 lustres que j'ai empruntés au musée. Les fameux bateaux, les fameuses caravelles, avec une du XVIIIe siècle, une du XIXe siècle et une 1920 de Christopher et Palm, qui est autrichienne, et qui était une histoire marrante puisque j'ai ramené ce lustre un jour de nos vacances à Bombay. J'avais acheté chez un particulier que j'ai démonté et ramené dans ma valise. Là, les voitures continuent à être rares et ça continue à décrire cette collection de voitures de rallye rarissimes. Donc la RS 3,6 litres devient RS 3,8 litres et dans sa version la plus rare, elle est RSR. Voiture extraordinaire. Sur son capot se reflète le lustre Supernova. Et Supernova, c'est quelque part un reflet parce que ces cristaux de roche qui sortent, quand vous êtes face au lustre, vous les voyez rentrer à l'intérieur. C'est l'avantage du bronze argenté, ça devient un miroir quand c'est poli. Et quelque part, on n'est que dans la réflexion, du capot, du cristal de roche, etc. Sur une voiture absolument divine, magnifique, agressive et sobre à la fois. C'est une de mes préférées, moi. Moi aussi, c'est une de mes préférées. La 993 GT2, la dernière Porsche refroidie par air, la première GT2 de l'histoire, un monstre sacré, déguisé presque en voiture sobre. Et GT2, qu'est-ce que ça signifie? GT2, c'est la version GT, donc Grand Tourisme, la vraie voiture de sport. 2 pour turbo, 3 pour atmosphérique. Donc les GT3 sont les RS atmosphériques et les GT2 sont les turbos. Mais c'est la première GT2 de l'histoire. Et c'est amusant parce que même moi, en faisant l'exposition, je découvre des choses. On a toujours dit la première GT2, la 993 GT2, c'est la première voiture à avoir ses ailes rivetées. Et en fait, en dessous de nous, on a une 934, on en parlera tout à l'heure, elle avait déjà les ailes rivetées. Mais c'est qu'en les comparant qu'on peut arriver à avoir ce genre de détails. C'est qu'en les ayant en même temps, ce qui est vraiment rare en fait. Donc sublime livrée, orange, je pense une pièce unique, une commande client, une voiture extraordinaire. Et on ne pouvait pas finir par autre chose qu'une R quand on a commencé par une R. Donc voilà la série limitée 991R, donc une voiture qui est sortie en 2016 par anniversaire de la 66 qui est là-haut. Donc la première, la dernière, une série très limitée, 991 exemplaires. Et puis à partir de cette voiture, il s'est passé quelque chose dans l'histoire de Porsche qui est assez amusant à noter. C'est qu'avant, les voitures, on pouvait les acheter. Et on était connus chez Porsche et on avait nos voitures. À partir de cette voiture, le monde a changé. Maintenant, il faut s'inscrire sur une longue liste. Et sur cette longue liste, il y a un tout petit nombre de possesseurs qui pourront l'avoir parce que c'est le moment des listes d'attente, des précommandes, etc. À partir de cette voiture-là, toutes les autres séries limitées ont été prévendues. Un peu partout, un peu dans toutes les marques. C'est le 21e siècle. Les lustres aussi. C'est vrai qu'on a ce problème sur certains lustres. En bas, on est vraiment dans le circuit. Et dans le circuit, il faut remonter à la toute première turbo de l'histoire, donc la RSR Carrera 2 litres 1 turbo, qui est quelque part
la voiture la plus extraordinaire de l'exposition. Et je le vois parce que notre 911R qui est rarissime, elle est magnifique, mais elle est tellement sobre et élégante qu'en fait elle ne fait pas peur. Là, la première turbo de l'espace, elle fait peur. Oui, oui. Quand on voit l'arrière et les pneus et tout ça, ça fait un petit peu peur. Confère à cette voiture, pour 1973, un côté limite de l'aviation, limite de la soucoupe volante. C'est pour ça que je n'ai pas pu résister à la comparer avec mon oursin, qui, selon comment on le regarde, devient une soucoupe volante, puisqu'on a cette sphère avec ses 800 citrines, et puis ces quartiers qui font que ça peut faire penser aussi aux anneaux de Saturne, ça peut faire penser à une planète. Pour moi, c'est l'inspiration de Haeckel, donc c'est l'inspiration d'un oursin. Mais c'est vrai que pour beaucoup de gens, c'est un lustre qui fait travailler l'esprit et l'imagination. C'est complètement des lustres que je veux intemporels, hein. C'est comme un Shine Nature, c'est comme tous mes lustres. C'est-à-dire que si demain je devais faire un décor pour Jules Verne, ça ne me choquerait pas de mettre ce lustre dans un sous-marin du début du siècle. Et c'est un lustre très contemporain puisque nos ateliers le fabriquent en ce moment. Ça fait partie des séries limitées sur lesquelles il y a une longue liste d'attente puisqu'il faut d'abord avoir les 800 pierres et puis c'est un travail très compliqué parce que la lumière de ce lustre ne se dissipe pas. Ça veut dire qu'autour de ce lustre, ça ne crée pas de lumière. Il est éclairé dans un univers noir sans envoyer de la lumière. C'est complètement magique, la pièce reste noire et le lustre est éclairé. Et puis on peut éclairer cette lumière zénitale, comme dans toutes mes créations, qui va la plupart du temps éclairer le dîner que l'on a sous notre lustre. Mais on peut s'en passer de cette lumière et garder ce côté structure lumineuse qui est complètement déstabilisante, parce que même moi, quand j'allume la lumière et que la pièce reste dans le noir et que le lustre est éclairé, il n'y a pas de lumière en fait. Il se passe quelque chose. Donc, tous les deux, ils avaient une histoire à raconter. C'est bien de les avoir réunis. Je sens que l'alchimie fonctionne, puisque les photos de cet ensemble oursin RSR Turbo... on les voit beaucoup. Oui, j'en ai vu des milliers. J'en ai vu des milliers. Et quelque part, si je devais parler du début et de la fin de l'exposition, comme là-haut, on a les RS, ici, on a les turbos, devant cette voiture, un genou à terre par respect pour l'histoire, il y a toutes les Turbo S, jusqu'à la dernière Turbo S, la 992 Turbo S, qui est encore disponible au catalogue, mais la 991 Turbo S exclusif, la 996 Turbo S, et on commence dans les raretés, la 993 Turbo S, très peu d'exemplaires, la 964 3,6 litres Turbo S, et puis la 930 Sonoto Turbo S, 10 exemplaires, et c'est la numéro 2, exact. Donc ces voitures n'auraient pas vu le jour s'il n'avait pas fallu avoir une voiture d'homologation pour faire rouler celle-là en compétition. C'est la naissance de cette voiture qui a fait naître la 930 et qui a fait rouler des centaines et des centaines de Porschistes en 911 Turbo et qui a fait rêver des centaines et des centaines d'enfants de cette supercar qui est un peu comme la Lamborghini Countach ou ces voitures un peu folles de cette époque-là. C'était les voitures des bad boys dans les films. D'ailleurs, la 964 Turbo 3,6 litres, c'est la voiture de Bad Boy et de Will Smith. Cette voiture, à l'époque où elle courait, était la petite sœur de sa version RSR 2,8 litres, qui n'était pas une voiture turbo, mais une voiture atmosphérique. Ça, c'est la version circuit de la RS 2,7 litres, la voiture qui est à l'entrée du musée et qui est la première RS de l'histoire. Qui a fêté ses 50 ans. Qui a fêté ses 50 ans cette année, là, avec le... et qui va d'ailleurs encore les fêter à Rétromobile. En plus, on a la même livrée pour le coup, quasiment. Ouais, c'est la même écurie en fait. C'est Martini Racing, c'est l'écurie de l'usine Porsche. Donc ça, ce sont des voitures d'usine, comme la GT1. RSR 3 litres. Et puis de ce côté, ces monstres sacrés qui couraient aux 24 heures du Mans. Un groupe B préparé par une écurie privée, mais une écurie privée que j'aime beaucoup parce que ce sont des gens du sud de la France, qui sont près de Montpellier. Ce sont les frères Almeras, donc la Lie nationale, c'est leur voiture avec laquelle ils ont couru aux 24 heures du Mans. C'est l'original. VSD, c'est une 934, c'est très rare de trouver une 934. C'est le groupe 4 Turbo. Là, vous avez une 935, forcément, il fallait que j'ai toute l'histoire. Donc Interscope, une voiture qui est très connue, qui a beaucoup couru aux États-Unis, qui est une magnifique auto, très originale,
et qui a cette carrosserie complètement profilée des Porsche quand elles voulaient aller très vite sur circuit. Ouais, on n'est pas loin de la première RSR Turbo, mais on s'est profilé comme un avion. Et en fait, cette voiture a perdu ses phares. Les phares sont passés dans le pare-choc pour encore avoir plus d'aérodynamique. Et cette voiture a eu cette voiture, la GT2 RS 935 Évocation, donc la nouvelle 935 pour faire court, qui est en fait une évocation de ces voitures de course. Il y a uniquement 77 exemplaires, elles sont toutes en carbone, et il y a ce travail d'aéro qui reprend le travail d'aérodynamique de la vraie 935 d'époque. Rarissime, vous en verrez quasiment jamais parce qu'elles ne sont pas homologuées sur route. Ça, c'est 2018. Là, on est en 2018, mais ce qui est amusant, c'est que toutes ces 935 modernes prenaient la robe d'une 935 connue, comme Moby Dick blanche, etc. Et là, vous avez la robe d'Interscope. Donc en fait, la robe originale et la manière dont on l'a revisitée il y a quelques années pour créer cette sublime et rarissime 911 qui pour moi sont vraiment les monstres sacrés des 911 d'aujourd'hui, et avec un aérodynamisme et une forme qui est à la fois très 911, mais qui va très loin dans le côté compétition. Il n'y a plus les phares, il y a ces gros blocs avant, mais on a gardé cette custode arrière, on a gardé cette manière d'être. Quelque part, pour finir, si j'avais un seul mot à dire, ce sont des voitures qui n'ont pas vendu leur âme au diable et qui ont gardé quelque chose de la coccinelle. Parce que cette petite custode arrière, cette manière de gérer les fenêtres, cet écran central avec le contour en gros, et ben ça c'est repris de nos petites coccinelles sans qui rien n'existerait. Et je trouve que c'est ce qui est merveilleux avec une 911, c'est qu'en fait n'importe quelle 911 que l'on ait ici, 60 ans de 911, les modèles les plus fous, les plus exclusifs, tout le monde reconnaît que c'est une 911 au premier regard. Parce que la 911, c'est une 911. C'est vrai. Un petit mot sur la Arthur Mathieu. Donc cette voiture, elle appartient à une société qui s'appelle Spark, qui fabrique des miniatures. Elle est d'ailleurs en miniature à vendre dans la boutique, parce que Spark, c'est le leader de la miniature et encore plus des miniatures Porsche. Des miniatures de course surtout. Des miniatures des voitures de course. Et alors forcément, quand on fait les miniatures de voitures de course, Porsche reste très important. Et c'est ton frère Arthur qui a la chance de piloter cette voiture pour la maison Spark et pour l'art de l'automobile avec l'écurie Almeras. Donc on a parlé de Monsieur Almeras père, là c'est Monsieur Almeras fils, Philippe. La boucle est bouclée. Et Pierre Martinet, voilà, la boucle est bouclée. Et encore une fois, c'est une voiture de course, c'est une Cup, mais elle a gardé cette espèce d'élégance, cette espèce de ligne complètement intemporelle qui fait qu'on sait que c'est une 911, exact. Et dans ses couleurs, c'est un jouet, c'est presque un bonbon. Et voilà, cette Porsche, elle a cette forme arrondie, il n'y a pas d'angle, tout est arrondi. C'est le bonbon par excellence. Et ce lustre alors? Love l'art. C'est ton frère qui a choisi qu'on mette ce lustre-là. C'est Love, c'est un jeu de bougies. C'est Love écrit en lettres de feu. Et donc c'est une belle déclaration d'amour à la 911, c'est une belle déclaration d'amour d'Arthur à sa 911. Mais ça peut être une belle déclaration d'amour de n'importe qui a envie d'écrire Love en lettres de feu au-dessus de sa table de salle à manger. Ça va très bien avec la table qui est là-bas, c'est ça? Cette table, elle s'appelle Abîme parce que c'est un jeu de reflets à l'infini. Un miroir sur un miroir, les reflets des ampoules à l'infini. Et c'est une évocation, c'est une table que l'on a fait en 8 exemplaires. Qui permettent d'avoir ce reflet comme ça, des bougies. Une bougie existe, une bougie n'est qu'un reflet. Et puis elle ouvre l'histoire sur l'extérieur. Il n'y avait pas une histoire avec la Galerie des Glaces à Versailles? Alors quand j'ai créé cet objet, c'est que nous étions en train de restaurer la Galerie des Glaces. Exact. Exactement, bravo. J'étais pas encore là, mais j'ai entendu dire. Et donc c'est l'ampoule de la Galerie des Glaces et ça reconstitue d'une manière complètement intemporelle l'ambiance que l'on est arrivé à créer dans la Galerie des Glaces grâce à ces ampoules Evolution 6 qui sont vraiment des vraies flammes et qui éclairent vraiment comme des vraies flammes. Et ce jeu de bougies à l'endroit et à l'envers et ce reflet. Puis ça se reflète dans les vitres et évidemment... Comme les lustres de la Galerie des Glaces dans les grandes vitres à Versailles. Comme les lustres dans les miroirs qui ont à peu près les proportions de ces fenêtres, d'ailleurs c'est amusant. Et on a ce reflet à l'infini et dès que la nuit tombe, la lustrerie avec ses grandes baies vitrées devient
un jeu de reflets, de lumière. D'où l'ouverture de l'exposition de 17h à 21h d'ailleurs. D'où la nuit, pour Exact. que ce soit magique. Et puis voilà, là on finit. Et en fait, on est dans le bâtiment le plus impressionnant des anciennes usines d'ocre, le bâtiment de la Choc, qui va continuer à parler du contemporain, parce que quelque part, après une très longue visite où on a vu des ateliers, des compagnons travailler, et on a vu toute l'histoire du lustre à travers le musée, je veux qu'on arrive dans un lieu où on peut laisser parler l'émotion. C'est-à-dire qu'on aime la méduse ou on n'aime pas, on est touché par la méduse, on n'a pas besoin de comprendre pourquoi. C'est ça que je veux aujourd'hui, c'est créer des lustres. Alors peut-être que dans 20 ans ou 100 ans, on expliquera pourquoi. Aujourd'hui, qu'on se laisse porter à travers toutes ces créations. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, c'est le retour. Merci beaucoup.